Salutations. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos excellents retours concernant le premier épisode de Parlons d'un film sur Tarzan des studios Walt Disney. Pour rappel, j'ai créé cette nouvelle série de vidéos pour vous parler de films m'ayant particulièrement marqué. C'est une idée qui m'est venue depuis la réalisation de mon épisode de Petit Aparté sur Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, film d'animation qui a marqué mon enfance. Et qui dit enfance en plein mois de décembre dit Noël bien sûr. Et qui dit Noël dit sapin dans ton salon, boules décoratives, guirlandes lumineuses, feux de cheminée, pull moche de Noël, chocolat, gaufres, crêpes, Bing Crosby, Mariah Carey, Coca-Cola. Et qui dit Noël dit surtout film de Noël. Parmi les comédies familiales, on a par exemple Maman j'ai raté l'avion, parmi les comédies romantiques Love Actually, parmi les films d'action Piège de cristal ou encore le sympathique Valiant Night. Parmi les films de guerre, on a Joyeux Noël, parmi les films d'horreur, on a Black Christmas ou Terrifier 3 pour les plus gourmands. Et côté films d'animation, il y en a aussi pas mal, et justement, on va s'intéresser à l'un d'eux. Le film dont on va parler aujourd'hui est sans doute le film que j'aime regarder chaque année pendant le mois de décembre à l'approche de Noël. Et justement, je n'ai pas pris n'importe lequel. Parlons d'un film. When the wind blows, warm yourself up by the fire. Le Pôle Express est un film d'animation américain sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis, un nom qui ne vous est bien évidemment pas inconnu. Reconnu grâce à son premier grand succès à la poursuite du Diamant Vert, il réalise en 1985 son projet chéri Retour vers le futur, devenu une trilogie en 1990. Entre-temps, il profite de sa reconnaissance pour s'étendre vers un projet très ambitieux, demandant beaucoup d'efforts techniques et un budget d'environ 70 millions de dollars, à savoir marier prise de vue réelle et dessin animé avec Qui veut la peau de Roger Rabbit. Arrive en 92 la comédie noire La mort vous va si bien, qui, malgré sa réalisation très complexe du point de vue technique et artistique, fut une véritable avancée en matière d'effets visuels réalisés par ordinateur. Plusieurs effets spéciaux du film seront d'ailleurs réutilisés dans Jurassic Park, c'est vous dire. Puis arrive en 94 le plus gros succès de Zemeckis, Forrest Gump, cumulant pas loin de 680 millions de dollars, récompensé entre autres pour les meilleurs effets visuels aux Oscars ainsi qu'au BAFTA. Je pourrais continuer en vous parlant de Contact ou de Seul au monde, mais je préfère m'arrêter là car nous avons déjà un vrai aperçu du réalisateur. Zemeckis est vu comme un maître du divertissement, un magicien du cinéma et avant tout un homme ambitieux, fasciné par les trucages et autres évolutions visuelles, et qui n'hésitera pas à s'en servir pour de futures expérimentations. C'est alors qu'il eut l'idée avec son ami Tom Hanks de s'intéresser de très près à un livre que les deux hommes aimaient raconter à leurs enfants tous les mois de décembre pour en faire une adaptation au cinéma. Ce livre pour enfants est signé Chris Van Allsburg, à qui l'on doit le fameux Jumanji, et s'intitule Boreal Express. Sauf que la réalisation de ce projet ne sera pas de tout repos. Tout d'abord, c'est que d'un côté, on a l'auteur qui ne voulait pas que ce soit un film d'animation, puis de l'autre, on a Zemeckis qui imagine très mal un film en live action, non seulement parce que ça coûterait trop cher, mais qu'en plus, d'après lui, cela enlèverait tout le charme des belles illustrations du livre, qu'elles font tout aussi partie de l'émotion de l'histoire. Sauf que de 1, c'est la première fois qu'il travaille sur un film d'animation, et de 2, faire du livre une version banale de dessin animé pour enfants ne lui convenait pas. Il préféra donc s'éloigner des conventions habituelles afin de conserver sa vision du film et d'y apporter quelque chose d'inédit. Une révolution technique qui marquera à jamais l'histoire des effets spéciaux numériques. Car oui, le Pôle Express de Robert Zemeckis est le tout premier film entièrement réalisé en performance capture. Mais avant de vous expliquer ce qu'est la performance capture, parlons d'abord de la motion capture. La motion capture est une technique consistant à capturer les mouvements d'un acteur à l'aide de plusieurs capteurs placés sur son corps afin d'animer de façon plus crédible un modèle 3D sur ordinateur. C'est en quelque sorte l'héritier de la rotoscopie, autre technique née au début du XXe siècle, qui consiste à recopier les mouvements d'un comédien par le dessin, offrant un semblant de réalisme dans l'animation d'un personnage. Sauf que la motion capture avait ses limites, certaines saisies comme les mouvements des doigts ou encore les expressions faciales étaient réalisées manuellement, ce qui demandait donc des efforts techniques supplémentaires. C'est alors qu'au début des années 2000 s'est développée une nouvelle technique plus complexe mais avant tout efficace, développée par l'équipe de Zemeckis elle-même, la performance capture. En plus des capteurs placés sur le corps d'un comédien, de plus petits capteurs sont également placés sur son visage, ce qu'on appelle ici de la facial motion capture, le tout capturant la quasi-intégralité de son jeu. Et ça, c'est une technique qui me fascine, encore aujourd'hui, et que l'on retrouve dans d'autres films comme Avengers, Pirates des Caraïbes, La planète des singes, Le Hobbit, Ready Player One, et bien évidemment Avatar. A noter que le Pôle Express n'est pas aujourd'hui le seul film d'animation entièrement réalisé en performance capture, et encore moins le seul de Zemeckis.
Jusqu'à aujourd'hui, il en a réalisé 3. En 2004, le Pôle Express donc. En 2009, l'adaptation d'un célèbre livre de Charles Dickens, Le drôle de Noël de Scrooge, avec Jim Carrey dans le rôle titre, produit par les studios Walt Disney. Puis un autre film sorti en 2007, La légende de Beowulf, le vilain petit canard de la trilogie. Alors non, ce n'est pas un mauvais film, c'est juste que c'est loin d'être un conte de Noël. Et encore moins un film à mater avec des gosses. Bref, l'histoire, c'est la nuit de Noël. Tous les enfants sont au lit, impatients de découvrir leurs cadeaux déposés sous le sapin par le Père Noël. Mais un petit garçon doute sur son existence. Le soir même, arrive devant sa fenêtre un train mystérieux. Il sort de chez lui enquêter et rencontre alors le chef du train. Ce dernier l'invite à monter à bord du Pôle Express, direction le pôle Nord, afin d'y rencontrer en personne le Père Noël. Du moins, s'il existe. Mais car nous sommes dans un film familial, le voyage pour notre petit héros ne sera bien évidemment pas de tout repos. Une histoire simple, excitante, pleine d'aventures, une adaptation fidèle, une expérience inédite en performance capture qu'on a envie de voir sur grand écran en famille avant de fêter Noël. Est-ce que ça a fait l'unanimité ? Le film, ayant coûté pas loin de 170 millions de dollars, ce qui était quand même une grosse somme pour un film d'animation de cette époque, ne rapportera même pas le double, soit 286 millions de dollars seulement. Pourtant, le film est très bien, qu'est-ce qu'on a ? Des personnages plutôt attachants, des décors magnifiques, un rythme aux petits oignons, des scènes mémorables qui nous font soit sourire, soit glisser quelques larmes, de belles chansons aussi comme 24 décembre au soir, ou encore Believe chanté au générique de fin par l'excellent Josh Groban, d'ailleurs nominé aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Et surtout, le film respire Noël, tout y est. Les paysages enneigés, le confort du train, son côté chaleureux et ses chocolats chauds servis à volo, le village du Père Noël avec toutes ses lumières et son énorme sapin, et la bande originale du film magnifiquement composée par Alan Silvestri. Et pourtant, malgré tous ces bons points, le film n'a pas très bien marché. Et vous savez pourquoi ? Sérieusement, vous le savez, tout le monde le sait. Laissez-moi vous parler de l'Uncanny Valley. L'Uncanny Valley, ou la vallée dérangeante, est une théorie japonaise publiée dans les années 70 par le roboticien Masahiro Mori, disant que plus un robot ressemble à un humain, plus ses imperfections nous dérangent, nous effraient, en bref, nous paraissent monstrueuses. Who are you? Is he talking to us? I can't tell. He's got those polar express eyes. Mori représente ceci par un graphique avec en abscisse le degré d'apparence humaine, allant d'un robot classique à un modèle parfait d'être humain, et en ordonnée le degré de familiarité qui au départ reste nul face à un robot à l'état industriel, pour ensuite augmenter en fonction de l'apparence, d'un robot dit expressif à un véritable humanoïde. Mais arrive un moment où le robot est doté d'un visage puis d'une peau, de cheveux, de vêtements, afin de ressembler à une piètre imitation d'être humain. L'empathie se dégrade alors pour être remplacée par le dégoût ou la crainte. Résultat, c'est la zone critique. Enfin, si le robot ne représente aucun trait artificiel ou défaut mécanique, ressemblant au final à un véritable humain en bonne santé, le degré de familiarité serait alors au maximum. Par exemple, Teen Toy, quatrième court-métrage des studios Pixar, est connu entre autres pour sa tentative d'animer un bébé humain en images de synthèse. Malgré les efforts apportés au film ou même le fait qu'il ait gagné un Oscar, l'apparence du bébé reste quant à elle au mieux moche ou au pire traumatisante. C'est la raison pour laquelle les studios ont préféré donner plus de place à des personnages anthropomorphiques dans leur premier long-métrage qu'à des personnages humains, jusqu'en 2004 avec la sortie des Indestructibles, puis d'autres productions mettant alors en avant des humains aux traits exagérés, plus ou moins cartoonesques. Autre petit exemple, la première bande-annonce de Sonic le film proposait une version du hérisson bleu proche d'une apparence humaine. Cela n'a bien évidemment pas plu aux fans, forçant alors les studios Paramount à repousser la sortie du film pour un design beaucoup plus fidèle et sympathique. L'ancien design a d'ailleurs été moqué dans le film Tic et Tac Ranger du risque d'Akiva Scheffer sous la forme d'un excellent caméo. And they'll like me for who I am, not like last time when the internet got one look at my human teeth and burned the place down. Ce qui fut de même pour Cats, film adapté de la comédie musicale, proposant une transformation numérique des acteurs et actrices en chats humanoïdes. Un rendu très vite rejeté par les spectateurs, même bien avant sa sortie, entraînant par la suite un échec cinématographique. Et pour en revenir au Pôle Express, c'est quasiment la même chose. Des personnages numériques aux traits humains imparfaits, des regards vides, des mouvements plutôt rigides. Le film a pas mal dérangé les spectateurs les plus sensibles ainsi que les critiques de l'époque, et pas qu'un peu. Tenez, je vous cite une petite phrase d'un certain John Anderson, qui était critique pour le journal américain Newsday, qui dit ceci: « Le Pôle Express est un train de zombies ». Eh ben, je suis assez d'accord. En effet, la performance capture ne rend pas un très grand service quant à la crédibilité des personnages. Ça veut renforcer le naturel, mais là je suis désolé, ça en enlève encore plus.
Alors oui, on est en 2004, on voyait cela comme une véritable avancée technique dans l'histoire de l'animation, je vois même ce film comme une belle tentative de la part de Zemeckis. Je salue également la performance de Tom Hanks, l'acteur fétiche du réalisateur et un de mes acteurs préférés, qui donne vie à 5 personnages du film, à savoir le chef du train, le vagabond, Papa Noël, le jeune héros du film, ainsi que son père. Mais malgré cela, voyez le résultat. Les personnages sonnent faux. Ils sont presque effrayants, on dirait de véritables poupées de cire au regard inexpressif, se faisant passer pour de véritables êtres humains. Et pourtant, ça reste regardable. Alors, c'est peut-être laid, mais le film est très beau dans son ensemble. Parce que oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Zemeckis est vu comme un magicien du cinéma et un amoureux des effets visuels. En réalisant le Pôle Express, il ne s'est pas contenté que de faire de la 3D comme le font d'autres studios d'animation depuis une petite dizaine d'années, bien au contraire, il s'en est servi pour l'améliorer et ainsi rendre son film plus créatif. Ce n'est peut-être pas parfait niveau personnage, mais excusez-moi, c'est une première mondiale pour un film d'animation, normal qu'il y ait des imperfections. Mais à côté, il faut souligner quelque chose, c'est que la performance capture n'est pas la seule prouesse technique du film. Il y a également ses décors réalistes, ses effets de fumée, ses jeux de lumière qui participent à la beauté du long métrage. Je citerai également son dynamisme avec ses caméras fictives qui renforcent l'immersion. Je pourrais citer comme exemple la scène du billet de train perdu qui est une référence évidente à la séquence d'ouverture de Forrest Gump, ou encore à la scène des montagnes russes, scène très amusante pour les spectateurs car tout simplement, assis dans notre siège, on a l'impression d'être installé dans un manège à grande sensation. Et tout ça, ça force l'admiration. On ressent concrètement tous les efforts techniques, tout l'amour apporté à ce film d'animation, seulement daté de 2004. On pourrait s'arrêter là, mais à côté, on a un film porteur d'un très beau message. Pour le connaître, il faut s'intéresser de près au personnage auquel le spectateur a le plus d'empathie, le héros principal. Ce petit garçon en pyjama bleu est tiraillé entre l'imaginaire des enfants et le rationnel des adultes. Convaincu que des milliards de cadeaux ne peuvent être distribués dans le monde en une seule nuit par une seule personne, qui plus est à bord d'un traîneau ne faisant pas la taille d'un paquebot, et que personne ne vit au pôle Nord. En rencontrant le chef du train, qui deviendra son guide au fil du film, une opportunité s'offre à lui, monter à bord du Pôle Express et découvrir ce fabuleux monde que des millions d'enfants ne cessent de croire. Non seul à entreprendre ce voyage, il sera accompagné d'autres petits passagers, venant de divers horizons, sociables ou solitaires, ouverts ou réservés, aisés ou pauvres, mais tous impatients d'arriver à destination et rencontrer le Père Noël. Mais notre héros, en quête de vérité, sera malgré tout hanté par ses doutes, représenté dans le film par un étrange vagabond, persuadé que Papa Noël n'est qu'un mensonge, une pure machination, un personnage créé de toutes pièces pour manipuler les enfants les plus naïfs. Est-ce que le Père Noël existe ou n'est-il que le fruit de notre imagination ? Est-ce vraiment si important ? Tout d'abord, on pourrait voir le film comme une remise en question sur notre rapport à l'enfance. Un grand nombre d'éléments dans le film, que ce soit les décors de Noël ou voir tous ces enfants en pyjama boire un bon chocolat chaud, nous évoquent tous nos plus beaux souvenirs d'enfance, des Noëls passés, dans un monde où tout nous paraissait paisible et innocent. Pourtant, il serait égoïste de penser que le film ne touche que les plus grands. Inutile de rappeler que c'est avant tout un film familial avec comme personnages principaux des enfants. Ce garçon, hanté par ses doutes, mais également cette petite fille qui manque de confiance en elle, ce garçon à lunettes, surnommé Je sais tout excité à l'idée d'avoir tous les cadeaux qu'il souhaite, ou encore cet autre petit garçon, coupé des autres. Des enfants au caractère quelque peu incompatible, qui pourtant, au cours du film, finiront par se comprendre, se lier d'amitié, évoluer, et enfin, prendre conscience de ce que ce voyage leur aura apporté. Car ce voyage, en fait, ne devrait pas être perçu comme une quête de vérité, mais d'identité. La petite fille gagnera en maturité. Je sais tout paraîtra plus sympathique et surtout patient. Le jeune solitaire pourra toujours compter sur les autres. Quant au héros, ce qui comptera pour lui, c'est de croire. Croire en lui, aux autres, croire en ses rêves, juste croire. Pas seulement croire ce qu'il voit. Croire pour que la chose existe et puisse continuer d'exister. Car le plus important dans l'histoire, ce n'est pas de savoir si le Père Noël existe ou non, c'est de croire qu'il existe. C'est ça, la magie de Noël. Je crois au Père Noël. Le Pôle Express, malgré sa laideur en ce qui concerne ses premiers essais en performance capture, est un très beau film, porteur d'un très beau message, s'adressant aux enfants ainsi qu'aux adultes. Pour reciter une très belle critique que j'ai trouvée sur internet, le film rappelle de ne jamais abandonner l'âme d'enfant qui est en nous, et de ne jamais sacrifier nos croyances sur l'autel d'un monde d'adultes désenchantés. Zemeckis nous offre là un voyage magnifique, qui nous fait regretter ce temps de plus en plus lointain, un temps où tout était possible, au moins une fois par an, à condition d'y croire. Il suffit de croire pour que la magie existe, pour que Noël puisse encore nous faire rêver. Et ainsi, peut-être que le Père Noël continuera à exister, peut-être que la neige tombera la veille de Noël,
Peut-être que votre vidéaste préféré sortira plus régulièrement des vidéos. Et pour finir, peut-être entendrez-vous le doux tintement du grelot.